L'accord mets-vin, c'est une science, mais que tout le monde peut acquérir. J'avais très envie de vous partager ça parce que, bien sûr, c'est ma passion. Hein. Si je suis tombé dans la sommellerie, c'est vraiment pour l'accord mets-vin. C'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est extrêmement important. Cet équilibre, cette harmonie. Et puis, ces deux mondes, le monde de la nourriture, la gastronomie et le monde du vin. Et il y a tellement de parallèles dans la conception d'un plat et d'un vin. Et puis, l'harmonie des deux. Il y a tellement de choses à faire. Bref. C'est une vraie passion. Et en fait, je me désole un peu, je dois bien le dire, quand j'entends tellement de clients au restaurant, et puis d'amis aussi, dire c'est trop compliqué, c'est un monde d'élite, c'est un monde réservé, le vin c'est un peu obscur. Alors voilà, du coup je voulais faire cette petite vidéo, alors qui va être peut-être un peu plus longue que les podcasts que je fais quotidiennement. Mais voilà, je voulais reprendre un peu les choses. De ce que j'ai morcelé dans un tas de petites vidéos que vous pourrez retrouver d'ailleurs dans la playlist à la fin, pour ressaisir un peu les choses et pour vous montrer, essayer de vous démontrer que l'accord mets-vin, ça n'est pas si compliqué que ça. Il suffit de, entre guillemets, 2-3 bases. Bien sûr, c'est comme tout, ça s'apprend. Donc ça prend à apprendre, et bien, ça suppose de prendre du temps pour se former, pour écouter, pour découvrir, pour expérimenter. Mais ça n'est pas un monde fermé, et dire qu'on n'a pas de palais, dire qu'on n'a pas de nez, ça n'est pas vrai. Alors, je vais revenir sur tout ça. La première chose que je voudrais expliquer, enfin redire en tout cas, c'est que l'accord mets-vin, il y a une base. C'est la base de la base, et vous avez une vidéo d'ailleurs qui doit s'appeler comme ça, la base de la base, c'est l'accord d'intensité. Alors, je ne vais pas revenir sur le détail tout de suite, on ne parle pas de puissance, et souvent on fait beaucoup de confusion d'ailleurs en parlant des puissances dans le vin. Non, l'intensité. L'intensité, je reviendrai tout à l'heure sur ce que c'est, mais si vous avez un plat qui est d'une intensité plus forte ou moins forte que le vin, ou le vin qui a une intensité plus forte ou moins forte que le plat, évidemment, ça va se déséquilibrer. Et à partir du moment où il n'y a plus l'équilibre, ça n'est pas la peine de chercher un accord, puisque de toute façon, l'un va passer par-dessus l'autre, l'autre va cacher l'un. Il faut donc trouver vraiment la bonne intensité. Et pour trouver la bonne intensité, eh bien, il faut savoir ce que c'est qu'une intensité, d'une part. Et ensuite, il faut savoir ce que c'est, ce que l'on met, comment un vin peut être d'intensité différente. Et ça, bien sûr, c'est toute son élaboration qui va donner des intensités différentes. Ce que peut-être, parfois, vous appelez de styles différents. Alors, style différent, c'est encore différent d'intensités différentes, parce que les intensités, c'est une partie du style, finalement. Alors, pour les plats, c'est plus facile, parce que les plats, on est habitué à manger, parce que si on a un plat en sauce très fort, si on a de l'épice, si on met de la moutarde, si on met de la crème, on voit bien que les intensités changent. Et puis, si on prend le fromage, quand vous allez au restaurant ou vous-même chez vous, vous mangez les fromages dans un certain ordre, bien sûr, parce qu'il y a une intensité qui change. C'est un peu plus spontané pour les plats que pour les vins, parce qu'on a moins d'expérience dans les vins, parce que souvent aussi, parfois, il arrive qu'on ait pu boire des vins d'une certaine appellation, disons, mais qui n'était pas exactement l'expression, ou pas maturité, et qui fait que finalement, c'est un peu flou. Alors, moi, ce que je veux, bien sûr, je ne vais pas reprendre l'intensité des plats, hein, je vais repartir sur les vins. Ce qui m'intéresse, c'est de faire l'accord mets-vin, de trouver cette intensité. Donc, pour trouver cette intensité, il faut que je connaisse l'intensité du vin. Et pour connaître l'intensité du vin, puisque ce qui fait varier l'intensité du vin, c'est sa conception, depuis le sol jusqu'à son élevage, eh bien, il va falloir que je vous explique le vin. Et c'est pour ça, c'est ça en fait, l'intérêt et la formation d'un sommelier. Ça n'est pas un œnologue, hein, je précise, je pars dans mes digressions, ça y est, c'est parti. Un sommelier n'est pas un œnologue. L'œnologue, c'est le scientifique, le chimiste, qui va aider à la conception du vin. Le sommelier, lui, il est là pour connaître les vins et participer à ce plaisir du vin, à cet accord mets-vin. Mais il n'est pas dans la conception du vin. Néanmoins, s'il veut pouvoir conseiller, évidemment, il faut connaître toute cette conception, avoir toute cette formation. Alors ça va vous paraître peut-être immense, mais vous allez voir que ce sont des petites clés. Une fois qu'on a la clé de lecture, eh bien après on peut aller chercher les renseignements un peu partout. Quand vous savez que le sol a une influence, eh bien vous allez vous renseigner sur le sol et savoir comment les sols fonctionnent, comment ils peuvent interagir sur le vin. Et pareil à toute étape de la vinification. Alors ce que je veux ici, évidemment, c'est pas entrer dans tous les détails. C'est vous montrer le process un petit peu d'élaboration du vin. Tout commence par le sol. En fait, si vous voulez avoir un bon vin, un vin de qualité, et si vous voulez avoir une action précise sur le vin, il faut déjà avoir un raisin particulier, un raisin d'une certaine qualité et d'une certaine maturité. Et donc tout ça, ça se passe avant
la vendange. Bien évidemment, ça se passe dans la vigne. Et la vigne, sur quoi elle est plantée? Sur un sol. Et où est ce sol? Dans ce que l'on va appeler un climat. Et tout ça, ça forme ce qu'on appelle le terroir. Le terroir, c'est le climat, le sol et le travail des hommes, c'est-à-dire l'habitude avec laquelle on a pu faire, par exemple en Beaujolais, on ne fait pas les choses de la même façon qu'en Bordelais, etc. Et ça forme le terroir, pas uniquement le terroir rustique auquel on l'entend, non, non, c'est vraiment tout cet ensemble. Et alors dans cet ensemble, on a en premier lieu le sol, puisque le sol c'est celui qui va nourrir la terre et l'irriguer. Ce qui nous intéresse dans un sol, c'est de savoir, 1, quelle est son irrigation, 2, quelle est son exposition, 3, quelle est sa constitution. Parce que l'irrigation, eh bien évidemment, va jouer sur la concentration du raisin. C'est-à-dire un raisin qui est trop irrigué, qui a trop d'eau, il va être gorgé d'eau et il va perdre en concentration, il va perdre en goût. L'exposition, évidemment, un raisin qui a du mal à voir le soleil, évidemment, c'est pareil, il aura du mal à arriver à maturité, il va avoir plus d'acidité. Et puis, un sol volcanique ne va pas avoir la même influence sur la structure du raisin qu'un sol minéral, volcanique, c'est minéral aussi, qu'un sol calcaire ou autre. Donc voilà, en fait, ce qui est important de comprendre, c'est que le sol va déterminer réellement un certain style de raisin, un certain style de qualité et de structure du raisin. Le climat, ensuite, alors le climat, vous avez plusieurs choses. Le climat, c'est le climat général. Si c'est un climat continental, si c'est un climat méditerranéen, évidemment, ça change. Ça change à plusieurs niveaux. D'abord, l'exposition solaire. Évidemment, au sud, vous aurez des vins qui seront plus gorgés de soleil, donc forcément avec plus d'alcool également, plus de concentration peut-être également selon les expositions. Et pareillement, si vous êtes en pente dans une région de sud, ça va encore augmenter l'exposition. Donc le climat, ce grand climat générique qui va vous donner plus ou moins de soleil, plus ou moins de pluie, mais aussi, c'est important, des différences diurnes, des amplitudes thermiques différentes le jour et la nuit, et ça joue sur une certaine maturité du raisin, je ne rentre pas dans les mots techniques, et puis aussi les différences de température été, hiver. Ça va beaucoup jouer sur la maturité du raisin, sur certains styles de raisin, par exemple, certains styles de vin, pardon. Par exemple, il faut des conditions climatiques très particulières pour réussir à avoir des vins type Sauternes, etc., qu'on ne pourrait pas retrouver dans d'autres régions, dans certaines autres régions. Pour faire très court à la serpe. Tout ça pour dire donc que le climat, ce sont ces deux choses-là. Et puis bien sûr, le climat, c'est l'année. Quel temps il a fait cette année-là? Vous avez des millésimes secs, vous avez des millésimes frais, vous avez des millésimes au contraire très solaires. Donc tout ça, c'est la première partie, sol, climat, qui vont donner en fait, qui vont nourrir la vigne, qui vont l'exposer, qui vont la travailler. Voilà. Ensuite, il y a la vigne elle-même. Comment est-elle travaillée? Comment est-elle plantée? Si la vigne est plantée de manière très serrée, eh bien vous aurez une concurrence entre les raisins. Et donc du coup, ça va permettre d'avoir une plus grande concentration aromatique, de structure à l'intérieur du raisin. Et c'est bien meilleur, bien sûr. Si ensuite votre vigne, vous la travaillez avec des pesticides ou pas, si vous êtes en biodynamie ou pas, tout ça, évidemment, ça va changer, ça va donner une certaine qualité au raisin. La taille va changer un certain nombre de choses, le nombre de grappes que vous laissez sur un cep, etc., etc. Le tout, en tout cas, le but de tout ça, c'est d'avoir un raisin le plus qualitatif possible, avec la plus de concentration. Sauf si vous voulez faire du volume, ben là, c'est pas du tout le genre de vin dont j'ai envie de vous parler, bien évidemment. Ensuite, arrive le moment de la vendange. Le moment de la vendange, c'est le moment où vous décidez que le raisin est bon pour faire le type de vin que vous voulez. Soit vous allez le vendanger à maturité, vous allez trouver l'équilibre naturel du raisin, soit vous allez le vendanger en sous-maturité parce que vous cherchez plus d'acidité par exemple, soit en sur-maturité parce que vous allez chercher plus de sucre et plus d'alcool. Évidemment, la vigne, c'est aussi un ensemble de cépages, le choix du cépage. Alors il y a deux choses qui peuvent guider le choix du cépage. D'abord, il y a des cépages qui ne s'épanouissent pas dans certaines régions et qui au contraire s'épanouissent extrêmement bien dans d'autres régions. Et ensuite, il y a, et bien voilà, ce que vous avez envie de faire, le style du vin que vous allez faire,
compte tenu des exigences du terroir, sol et climat, et compte tenu également des appellations que vous pouvez avoir et des arômes que peut-être vous voulez mettre, parce que les raisins, certains ont plus d'acidité naturellement, d'autres plus de tanins, d'autres plus de fruité, et puis après, bien sûr, il y a différents arômes. Mais comme je l'expliquais dans une vidéo il y a quelques jours, l'assemblage qui fait qu'on assemble certains cépages, ou qu'on assemble certains terroirs, ou qu'on assemble certains millésimes, l'assemblage n'est pas d'abord une question aromatique, mais une question d'équilibre dans le vin. Voilà, une fois qu'on en arrive là, on a déjà beaucoup d'informations sur ce que va être le vin. Après arrive la vinification. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la vinification, mais la vinification va vous donner un vin, déjà la macération, un vin plus ou moins coloré pour les vins rouges ou les vins rosés. Vous allez avoir ensuite de différents types de fermentation. Est-ce qu'on fait une malolactique ou pas? C'est-à-dire, en gros, est-ce qu'on fait baisser l'acidité et on va donner du coup un certain côté plus ample, voire plus crémeux même sur les vins, comme tous les grands blancs de Bourgogne par exemple. Et puis, tous ces processus, en fait, il y a beaucoup d'étapes dans la vinification qui chacune vont donner des styles différents. Vient ensuite l'élevage. Alors, si vous mettez le vin en cuve inox, évidemment, vous aurez un vin qui sera plus sur la fraîcheur. Si vous le mettez à vieillir dans d'autres systèmes, comme les barriques en fût de chêne, eh bien, vous allez avoir d'autres apports. Et selon le type de barrique que vous utilisez, vous allez avoir encore des styles de vin vieillis en fût de chêne différents. Vous pouvez aussi élever sur lit, ce qui va vous donner un petit côté noisette, par exemple, tout en donnant plus de souplesse au vin. Enfin voilà, il y a toutes ces choses-là. Et puis, enfin, une fois que vous avez fait tout ce processus, il se passe un moment particulier qui est le vieillissement. L'âge du vin est-il à maturité ou pas? Alors, vous pouvez choisir de boire le vin à maturité, c'est généralement fait pour ça. Vous pouvez aussi le boire un peu en dessous de la maturité selon son équilibre propre, et vous allez voir qu'il va vous donner peut-être plus de fruits frais, de choses ainsi, ou bien vraiment à la fin de la maturité, puis ensuite vous allez au-delà de la maturité, là il sera matérisé, ce sera un peu plus difficile. Mais même là, sur ces choses-là, des vins servis trop jeunes, il y a des techniques, des manières. C'est quand on comprend le vin, quand on comprend ce qui se passe dans un vin trop jeune ou dans un vin à maturité, on a quelques techniques de service qui permettent d'assouplir les tanins, de faire baisser l'acidité, enfin voilà. Donc voilà, tout ça, tout ce schéma pour vous dire que un vin va avoir des intensités différentes, structurées finalement, en fonction de tout son processus, depuis le sol, le sous-sol, le climat, sur lequel évidemment le vigneron ne peut rien, mais le choix de la terre est déjà un acte de vigneron, même si c'est de génération en génération. Tout le travail de la vigne et le choix des cépages, le choix de la vendange, la date de la vendange, et puis derrière, bien sûr, tout le processus de vinification. Et ça vous donne un ensemble structuré. Alors, une fois que vous savez ça, et bien en fait c'est assez facile, entre guillemets. Il suffit de vous renseigner sur, et ça on peut le faire vraiment au fur et à mesure, en posant des questions, en allant visiter des domaines, ou bien en vous formant sur des vidéos telles celle-ci par exemple sur Internet. Eh bien, il suffit de remplir les grands chapitres. À quoi correspond un terroir? Quelle est l'influence d'un terroir calcaire sur la vigne, par exemple? Quelles sont les influences d'irrigation? Pareil pour le type de cépage, pareil pour la vinification. Et là, vous voyez qu'une fois que petit à petit vous remplissez toutes ces cases, eh bien vous avez une compétence réelle pour connaître le vin, lire le vin et donc évidemment l'accorder. Si vous avez en face l'autre formation, mais qui est plus intuitive encore, celle de l'équilibre des intensités des plats. Voilà, je voulais vous faire ce balayage de parcours pour vous montrer que une fois qu'on a les grands chapitres, il suffit de remplir les chapitres, c'est pas si compliqué que ça. Alors bien évidemment, ça va être la page de publicité. Si vous souhaitez aller plus loin dans chacun de ces chapitres, si vous êtes serveur de restaurant, il y a tout un tas de formations, dont celles que je peux vous proposer, qui sont possibles. Et puis si vous êtes particulier, mais aussi serveur de restaurant, vous pouvez également utiliser cette formation. Je propose une formation en ligne, en vidéo, une formation de 6 heures, 29 vidéos si je me souviens bien, qui détaille un petit peu tout ce processus et qui vous permet à domicile de mieux comprendre le vin, de mieux le déguster évidemment et de mieux le servir. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien, je vous invite à mettre ce qu'on appelle, ce que je vois dire sur les autres vidéos, ce fameux pouce bleu. Ça aidera d'autres personnes à pouvoir à leur tour profiter de cette vidéo. Et moi, je vous souhaite une bonne dégustation.